Eh bien, quelques phrases d'abord pour faire une espèce de synthèse, répéter ce qu'on répète régulièrement. De Jacques Vigée, qui fut le premier président en 1834, à Mario Beaulieu en 2009, 79 présidents se sont succédés. Une femme, Nicole Boudreau, à partir de 1986 à 1989. Le reste, c'est tous des hommes. Certains sont restés plusieurs années. Le record de longévité appartient à M. Dorion, qui a fait 2 mandats, qui est venu à 2 reprises. Lors de son retour, les mandats étaient rendus de 2 ans. Mais M. Dorion a été celui qui aurait été président le plus long nombre d'années. Celui qui a été élu le plus souvent, c'est Maître Victor Morin. De 1915 à 1924, il a été élu et réélu 9 fois consécutives, ce qui est un record chez nous. C'est un grand président. Les gens, on va le voir d'ailleurs cet automne dans notre série de présidents. Le Code Morin, par exemple, c'est lui qui est connu dans tous les organismes. C'est lui qui va faire installer la croix sur le Mont-Royal. C'est lui qui va inaugurer les grands défilés de la rue Sherbrooke. C'est un des piliers de la Société historique de Montréal. Il a posé de nombreuses plaques un peu partout. Il a siégé longtemps au Conseil. Il est décédé à plus de 95 ans. Donc, c'est lui qui aura été élu le plus souvent à la fonction présidentielle. Une dizaine de nos présidents ont été également premiers ministres, à tel point que M. Anger, qui fut président de 1969 à 1973, qui est le maître de Jacques Parizeau, professeur au HEC, et qui est décédé à plus de 90 ans, quelques jours après Pierre Bourgault, là, il y a 5 ans ou 6 ans, je crois, eh bien, M. Anger disait que la présidence de la Saint-Jean-Baptiste, c'était l'école des premiers ministres. C'était un endroit où on apprenait à fonctionner, à délibérer, à débattre, et à prendre des décisions, et ainsi de suite. Donc, il y a eu une dizaine de premiers ministres. Les 2 premiers ministres de la province de Québec, eh bien, ils ont quitté la présidence de la Saint-Jean-Baptiste pour devenir président. P.J.O. Chauveau, 1867, Gédéon Ouimette, qui va lui succéder. Et avant ça, il y en a eu beaucoup, là, je pense à Augustin Norbert, Morin, Denis, Benjamin, Vigée. Une dizaine ont été premiers ministres. Une autre dizaine ont été ministres. Une autre dizaine ont été maires de Montréal. On a eu beaucoup de maires de Montréal. À commencer par le premier président, Jacques Vigée. Duvernay, c'est le fondateur, mais on va le nommer président l'année avant qu'il meure. On se rendait compte, tout le monde qui était bien malade, là, depuis qu'il était revenu d'exil, il avait une mauvaise santé, un homme qui a beaucoup souffert, qui s'est beaucoup engagé, beaucoup investi. Donc, il ne deviendra président. La société est fondée en 1834 et il va devenir président en 52, 51-52. Donc, c'est pour ça qu'on dit de Jacques Vigée à Mario Beaulieu et non pas de Ludger Duvernay à Mario Beaulieu, parce que Duvernay ne deviendra président que sur le tard. Vous vous rappellerez peut-être que jusqu'autour des années 1880-1900, on nomme à la présidence des gens prestigieux. Des gens, des hommes, il faut dire des hommes, il n'y avait pas de femmes à ce moment-là, des hommes qui vont donner du lustre à l'organisme, si vous voulez. On est fondé en 1934, mais en 1937, on disparaît. Nos chefs s'exilent aux États-Unis, c'est la révolution et la répression qui s'ensuit. On ne relancera la société qu'en 1843. Et lorsqu'on relance la société, lorsque Duvernay, il va chercher le premier ministre comme président, qui s'appelle Denis Benjamin Vigée, il fallait à la fois calmer les autorités religieuses, s'inquiétait du discours républicain
pour ne pas dire maçonnique, des fondateurs de la société. Je reviendrai sur le sens de maçonnique. Vous savez, la Grande Loge de Londres se fonde le 24 juin 1717 lors d'un banquet, et je pourrais vous citer une quinzaine de grandes loges dans les pays occidentaux qui toutes sont fondées un 24 juin autour d'un banquet. Notre Duvernay décide de fonder sa Société nationale un 24 juin autour d'un banquet. Est-ce un hasard? Les historiens sont incapables de répondre à cette question-là. Ils sont tous capables de vous dire, cependant, que la Société Saint-Jean-Baptiste est marquée dès sa naissance d'un comportement de type maçonnique. C'est comme si on était maçon sans le savoir, si vous voulez. Je dirais tout au moins pour la plupart parmi nous. Quelques-uns le savent très bien, d'autres ne le savent pas. Généralement, on ignore cette... je ne dirais pas cette origine, ce serait trop précis, mais cette influence, je dirais. Il y a une influence maçonnique. En 1834, lorsqu'on demande la séparation de l'Église et de l'État, lorsqu'on lutte pour l'instruction obligatoire, c'est un discours libéral. Et libéral, c'est la maçonnerie. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, le sens du mot libéral, là, mais il y a le mot liberté là-dedans. Mais c'était liberté d'expression, liberté d'association, liberté de presse, et ainsi de suite. Donc, quand la société se réorganise à partir de 1843, on veut à la fois calmer les autorités religieuses pour montrer que les gens de la Saint-Jean-Baptiste ne sont plus les révolutionnaires de 1834, puis on veut aussi calmer les autorités civiles. Écoutez, les 10 premiers ou les 12 premiers présidents de la Saint-Jean-Baptiste ont pris les armes en 37-38. Et là qu'on les voit relancer un organisme, il y avait donc, parce que prendre les armes, vous devez se battre aujourd'hui, prendre des pancartes, puis faire des manifestations, comme j'en ai fait souvent moi aussi, mais je veux dire, c'est rien. Les fondateurs de la Saint-Jean-Baptiste, ils ont pris le fusil, puis ils ont tiré. On parle de tout un autre univers que le nôtre. Donc, quand la société se réorganise à partir de 1843, il faut apaiser les inquiétudes des autorités, tant religieuses que civiles, et c'est pour ça que Duvernay aura le génie d'aller chercher des hommes de prestige à la présidence, pour venir à la fois rassurer l'évêché et rassurer les autorités anglaises. Donc, en 1843, lorsqu'on repart, on va chercher le premier ministre, qui était quand même pas mal. Puis ça va être comme ça pendant plusieurs années. Je rappelle cependant, parce que c'est d'une importance capitale pour Napoléon Bourassa, sur lequel nous allons élaborer ce soir et la semaine prochaine, eh bien, je rappelle que les politiciens vont rapidement céder leur place à nos premiers hommes d'affaires. On a vu M. Joseph Masson, premier millionnaire canadien-français, puis ensuite vont se succéder là, des chefs de file dans chacun de leurs domaines. Puis on a vu avec M. Beaubien, le docteur Beaubien, le fondateur d'Outremont, son fils Louis. Ça, ce sont les Beaubiens qui vont vendre le cimetière, le terrain du cimetière de la Côte-des-Neiges, ce sont les fondateurs d'Outremont. Là, une nouvelle classe canadienne-française commence à s'installer à Montréal, et Montréal devient majoritairement français dans ces années-là. Avant ça, Montréal était une ville anglaise. Ville-Marie était français. Montréal était une ville anglaise. Donc, nous allons nous étendre ce soir sur Napoléon Bourassa, le père d'Henri, fondateur du Devoir, le gendre de Louis-Joseph Papineau, et nous allons commencer tout de suite après cette pause.